Bonjour ou bonsoir, selon l'heure vous écoutez ce premier podcast de The Village. Merci à ceux et celles qui écouteront mes premiers balbutiements sur ce podcast qui me tient vraiment à cœur. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne fête d'Halloween. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont la chance, comme moi, d'être en vacances scolaires pour voir un maximum de films de genre et pouvoir un petit peu rattraper sa filmographie ou se faire plaisir et revoir certains films cultes. Pour ma soirée d'Halloween, j'ai prévu avec des potes de faire un marathon avec Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead et probablement une comédie horrifique. J'ai repéré un film de vampires avec des drag queens qui s'appelle Slay. Si vous tapez drag queen, vampire et Slay, je pense que vous trouverez facilement les références du film. Voilà, je vous en dirai des nouvelles dans un podcast plus tard, mais pas de suite. Donc lançons-nous sur ce premier épisode où je vais parler de 3 comédies horrifiques parce que je me suis dit autant commencer le jour d'Halloween par un genre de cinéma horrifique pas trop violent, pas trop hardos. Donc la comédie horrifique me semblait un bon compromis car on peut voir cela quasiment avec toute la famille. Quasiment, parce que 2 des films dont je vais parler sont quand même interdits à moins de 12 ans. Et d'ailleurs, je prendrai soin, à chaque fois que je parle d'un film, de parler un peu des trigger warnings, parce que si je m'engage dans une émission paritaire, c'est aussi dans un souci de chaîne safe et bienveillante. Pour l'inauguration de The Village, j'ai choisi 3 films que je mettrai dans la catégorie comédie horrifique. Il y aura The Voices de Marjane Satrapi, Your Monster de Caroline Lindy et enfin un documentaire que je mettrai quand même dans la catégorie aussi comédie horrifique parce que ça parle de Satan et c'est marrant. C'est le documentaire Hate Satan par Penny Lane. Great day to be a Satanist. I believe it and I'm very excited about it. Aussi, je me suis dit que pour lancer un premier épisode d'Halloween, c'était mieux donc de faire de présenter des films assez soft que vous pouvez voir même avec des gens qui n'aiment pas trop l'horreur ou qui sont trop sensibles. Voilà, tout ce qui est un peu glauque, poisseux. Ce sont des films quand même assez accessibles. Et de toute manière, comme j'ai dit un peu plus précédemment, je dirais les interdictions ou les trigger warnings. Comme ça, vous serez prévenus. Allez, ça part en prod. Je viens de changer de micro parce que je pensais que mon super micro actuel était mal au point et en fait il va très bien, j'en suis ravie. Mais du coup vous allez avoir une différence de son et je m'en excuse mais c'est pour le mieux. Revenons-en à nos moutons avec le film The Voices de Marjane Satrapi, un film qui est sorti en 2015. Dans les faits un petit peu intéressants autour du film, il faut savoir que c'est un scénario qui a été longtemps dans la blacklist hollywoodienne. Alors la blacklist hollywoodienne, en gros, c'est tous les films qui n'ont pas été produits car jugés trop risqués. Vous allez vite comprendre pourquoi quand je parlerai du pitch. C'est également le 4e film de Marjane Satrapi qui s'est complètement laissé séduire par ce film, un brin décalé. Elle dit dans une interview accordée à Radio France dans l'émission « Vous prendrez bien un bain de sang ». Moi, j'aime l'inconnu, l'incertain, les propositions pas conventionnelles. Et là, pour le coup, le pas conventionnel, on va être très servi. Car l'histoire de The Voices est la suivante. Alors, on suit les aventures de Jerry, joué par Ryan Reynolds, qui est un type plutôt beau gosse, c'est quand même Ryan Reynolds, qui inspire la sympathie. Il a un petit côté un peu lunaire, un petit peu naïf. I sure hope so. Wish I could help you, Jerry, but I'm just a fish. On voit son quotidien en tant qu'employé dans une usine de fabrication de baignoires. On découvre un peu ses plans drague au travail, ses séances psy, mais aussi ses dates foireux qui finissent dans des bains de sang, le tout ponctué par des dialogues qu'il a avec des têtes coupées de femmes dans son frigo et des débats très animés et divisés en compagnie de son chien Bosco et de son chat Monsieur Moustache. Et là, je pense que j'ai perdu la moitié de l'audimat. Alors The Voices, c'est un film que j'ai découvert moi dans le cadre de l'étrange festival, probablement en 2014 ou 2015. C'est un super festival de cinéma de genre qui a lieu tous les ans sur Paris au Forum des Images, je vous le recommande.
Le film, à l'époque, avait remporté le prix du public, le prix mauvais genre. Moi, je me souviens que Deadpool n'était pas encore sorti et je ne connaissais Ryan Reynolds que du film Buried, que j'avais vu à sa sortie en 2010, qui est un super film de Rodrigo Cortés sur un homme qui est enfermé dans un cercueil en plein désert en Afghanistan ou en Irak, je ne sais plus très bien, et qui doit en sortir. Donc, c'est complètement un huis clos, voilà, avec Ryan Reynolds enfermé entre 4 planches d'un cercueil. Un très bon film, très, très claustrophobe, mais vraiment efficace. Et je m'étais dit déjà à l'époque que c'était un excellent acteur. Et j'avais un peu hâte de le voir dans un registre assez différent dans The Voices. Or a hostage working group leader, what the fuck your title is, I'd be out of here by now, but I'm not, so I'm supposed to just sit in here, shut my mouth, and die. Okay, I need you to stay focused, Paul. Fuck you, Dan. Concernant Marjane Satrapi, moi je la connais surtout de son livre et de son film éponyme Persepolis, qui raconte un petit peu toute sa jeunesse en Iran. Un film et livre absolument bouleversant qui, pour moi, c'est vraiment une œuvre à lire et à regarder. Je ne connais pas le reste de sa filmographie et encore une fois, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'en faire part. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je recommande aussi d'écouter les entretiens qu'elle a eus sur France Culture dans l'émission À Voix nue. On découvre une femme qui a vraiment pas sa langue dans sa poche, qui a un franc-parler, un bon caractère bien trempé, mais qui dit des choses vraiment passionnantes, intéressantes et voilà, très animées. On en apprend plus sur son histoire et ses convictions politiques, sociales et aussi artistiques. Et c'est vraiment un régal de l'écouter parler et d'avoir son point de vue voilà, sur l'art, la société, le cinéma. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une dernière petite citation d'elle dans cette émission, où on lui a demandé un peu ses intentions autour de son film The Voices. Elle dit « Le cinéma, c'est une machine à créer de l'empathie ». Et justement, précédemment, j'avais dit que ce qui avait attiré Marjane Satrapi pour ce film, c'est le côté non conventionnel du scénario, et du fait qu'elle y ait mis une patte vraiment d'empathie dedans. Ça donne, je trouve, une épaisseur au film qui va au-delà de la simple comédie noire un peu fun. Oh, c'est rigolo, un chien et un chat qui parlent. Il y a vraiment tout un discours aussi autour de qu'est-ce que c'est que la santé mentale, la solitude. Et clairement, pour moi, je pense que The Voices n'aurait pas eu autant d'authenticité s'il n'avait pas été réalisé justement par Marjane Satrapi, parce qu'il fallait quand même quelqu'un avec une sacrée poigne et de l'aplomb pour réussir à faire aussi sérieusement un film qui, sur le papier, semble complètement déconnant. Alors, à partir de maintenant, je risque de faire quelques spoilers. Le mieux, c'est d'écouter mes podcasts après avoir vu les films dont je parle. Et puis, si vous en foutez, continuons ensemble, main dans la main. Alors, The Voices, c'est un film qui se situe dans une petite ville grise et absolument boring des États-Unis qui s'appelle Milton. Je ne sais pas si la ville existe pour de vrai, mais bon, voilà. En tout cas, ça n'a pas l'air très très fun comme ville. C'est assez industriel et tout grisâtre, moche. Mais comme on est à travers les yeux de Jerry tout le long du film, la ville est plutôt édulcorée. Pareil pour l'usine. On a des vêtements d'employés, des accessoires très, très rose bonbon. Pareil pour les décors. Il y a des chorégraphies, il y a un côté un peu comédie musicale. Vous voyez parfois des papillons en dessin animé s'intégrer à l'écran. Donc on a vraiment un petit côté Mary Poppins et une sorte de préquel à Barbie. I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend-boyfriend. To do what? I'm actually not sure. Et moi, Jerry, je le vois un petit peu comme un savant mélange entre Ken de Barbie et Patrick Bateman de American Psycho. Je pose ça là, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux et celles qui ont vu le film. Voilà, Jerry, c'est un personnage absolument charmant, naïf, et pourtant, il est dérangeant parce que c'est quand même un serial killer. Mais on peut pas s'empêcher d'être vraiment attaché à lui. Et tout au long du film, on va adorer, détester Jerry comme détester l'adorer. Dans la première demi-heure du film, on est vraiment sur un ton assez léger. On bascule un petit peu entre comédie musicale, comédie romantique et film d'horreur, mais avec beaucoup d'humour noir. Puis soudain, au bout de 30 minutes, là, Marjane Satrapi, elle nous cueille complètement parce qu'on s'y attend absolument pas, mais on bascule dans une atmosphère soudainement très poisseuse, morbide, bien dégueulasse. Et en fait, c'est tout simplement qu'on ne voit plus les choses à travers les yeux de Jerry, mais dans la réalité telle qu'elle est.
Donc ce n'est plus des têtes amputées de jolies filles qui parlent dans son frigo, mais des corps voilà, en décomposition, des membres amputés empilés dans des Tupperware dégueulasses et son appartement n'est pas du tout bien organisé et joli, hein. Il y a plein de merde de chiens, c'est absolument immonde. Donc soudainement, on passe complètement du côté Mary Poppins Barbie à Seven, voire Massacre à la tronçonneuse. Et je trouve que Marjane Satrapi, dans ces deux ambiances complètement ambivalentes, s'en sort très bien. Et c'est grâce aussi notamment au jeu de Ryan Reynolds, encore une fois, que moi je salue plutôt bien sa performance dans ce film-là. Parce que, comment dire, Ryan Reynolds, c'est un peu le good guy dans les films. Il inspire forcément la sympathie. Et là, quand on bascule un peu plus dans le premier degré dans le film, bah on y croit aussi, quoi. Il arrive aussi à se rendre inquiétant. J'ai noté aussi quelques références au cinéma d'Hitchcock dans le film The Voices. Notamment, déjà le personnage de Jerry qui me fait penser un peu à Norman Bates dans Psychose, le côté un peu beau gosse inquiétant, fifis à sa maman. Il y a aussi toutes les séquences en voiture lors des rencarts qui me font penser un petit peu à certaines séquences en voiture dans Vertigo. Il y a quelque chose vraiment au niveau du cadrage et de la musique composée par Olivier Bernett, qui est aussi le compositeur du film Persepolis. On voit quand même qu'il a été inspiré par Bernard Herrmann, donc le compositeur de Psychose, avec ses envolées de violon stridents, assez stressants. Je trouve que vraiment, pour le coup, Marjane Satrapi, elle signe un film de genre au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle mélange des genres et elle réussit à en faire un cocktail assez explosif. On a à la fois de la comédie musicale, de la comédie romantique, du film noir, du film d'horreur, et voilà, ça crée un mélange qui matche bien contre toute attente. Moi, une de mes scènes préférées, c'est quand même quand Jerry, à un moment, va dans un restaurant chinois où il passe une soirée tout seul. Un des serveurs ou le patron du restaurant s'adonne à un espèce de one-man show complètement what the fuck, où il fait une imitation de Elvis Presley version chinoise, et avant d'ensuite faire une imitation complètement cringe de Bruce Lee. C'est absolument ridicule, mais moi, je trouve cette séquence vraiment à mourir de rire. J'ai eu l'impression aussi que Marjane Satrapi rendait ses lettres de noblesse à un âge d'or du cinéma hollywoodien des années 50-60, avec aussi son lot de rockstars comme justement Elvis Presley. Et aussi le maquillage et les tenues de ses actrices dans The Voices, qui sont des fois très glamourisées, du moins à travers les yeux de Jerry. Elles ont un côté un peu Rita Hayworth ou Marilyn Monroe. Aren't you funny? Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? Et du coup, le côté aussi comédie musicale marche bien parce que, par exemple, un film comme Grease, sorti, je crois, en 79, quelque chose comme ça, sortait en même temps qu'il y avait tous les serial killers qui faisaient leur lot d'atrocités aux États-Unis, comme Jeffrey Dahmer, Charles Manson et compagnie. Donc je trouve que Marjane Satrapi, voilà, encore une fois, souligne bien l'ambivalence de l'Amérique entre son côté super fun, très star, très glamour, encore une fois, et de l'autre côté, un des pays les plus violents au monde, avec son lot de serial killers complètement psychotiques et terrifiants. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Il y a un autre aspect dans le film que j'ai apprécié, c'est deux personnages féminins. Je vais commencer déjà par Lisa, incarnée par Anna Kendrick. Son personnage sort complètement du cliché de la victime dans les films d'horreur. On est loin de la greluche qui se fait zigouiller dès qu'elle fait 3 pas, un peu comme dans Scream. Et on est aussi très loin du cliché de la meuf badass type Sigourney Weaver dans Alien ou Linda Hamilton dans Terminator 2. Là, on a un personnage qui est vulnérable, mais qui est doué vraiment d'intelligence et d'empathie, et qui va vraiment dialoguer avec Jerry. Et je trouve que ces scènes-là fonctionnent plutôt bien et ramènent quelque chose d'un peu nouveau. I'm so sorry. Jared, I won't tell anyone. I wish that you didn't have to see that. I just wish that we could go back to the beginning, you know? We can. We can. I'm really sorry.
L'autre personnage féminin que j'ai apprécié dans le film, c'est la psychiatre incarnée par l'actrice Jackie Weaver. On dépeint un portrait d'une femme qui se sait imparfaite, aussi bien en tant qu'individu que docteur. Il y a une scène assez savoureuse de dialogue entre elle et Jerry vers la fin du film. Vraiment, elle verbalise que son métier a ses limites et que elle aimerait pouvoir sauver tout le monde, mais que des fois ça ne fonctionne pas et que des fois la psychiatrie se demande si c'est pas juste une supercherie. I have thoughts. Not exactly the same as you, but similar. They tell me that I'm fat or psychotherapy is not a worthwhile exercise, that is not real, that I should have aimed higher than a government job, that my potential is being squandered, that I'm unworthy of love. Du coup, je trouve que Marjane Satrapi, elle réussit à ne pas faire preuve de cynisme dans ce film. Je pense que c'est évité de peu, mais que du coup, elle tombe pas dedans parce qu'elle met tellement de sincérité et d'authenticité dans ses personnages que ça finit par fonctionner. Pour moi, The Voices, c'est aussi un film qui parle pas mal de solitude. Car en effet, on a aussi ses collègues de travail, toutes ces femmes qui vont en soirée karaoké. C'est un petit peu cringe parce qu'elles vont se raconter leurs potins, leurs histoires de cœur brisé, leurs angoisses, etc. Mais finalement, ce sont juste des monologues parce que chacune parle et personne ne réagit vraiment, va rebondir sur un autre sujet. Je sais pas pour vous, mais le nombre de fois où ça m'est arrivé, moi, de parler de mes malheurs à un ou une amie et la personne en face de toi qui te dit ah bah moi, ça me fait penser que j'ai vécu ça, gna gna gna, et en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'instaure. Mais on fait tous ça, à vrai dire. Hein, mais moi, j'ai déjà fait très souvent de la merde en me parlant de mon petit ego plutôt que d'écouter l'autre. On fait souvent cette erreur-là. Et je trouve que c'est assez intelligent de la part de Marjane Satrapi de le souligner à nouveau. Et au final, le personnage le moins seul, c'est un petit peu Jerry, hein, avec toutes ces voix dans sa tête, justement, entre son chat, son chien, ses têtes coupées dans son frigo. Il n'est jamais seul. Ce sont justement les scènes où il se retrouve face à face à ses victimes ou présupposées victimes, parce que je ne vais pas dire qui meurt ou pas dans le film. Voilà, à chaque fois qu'il a un dialogue avec ces personnes-là, là, il y a vraiment une écoute bienveillante et active. Et pareil, j'ai trouvé que c'était un point fort dans ce qu'a voulu exprimer Marjane Satrapi. Et du coup, quand elle parle justement de machine à empathie, là, le pari, il est réussi. Being alone in the world is the root of all suffering. But Jerry, you're not alone. Enfin, le film se termine sur une note un petit peu légère autour d'une séquence musicale, voilà, qui va illustrer le générique de fin. La séquence est d'ailleurs performée et chantée par les acteurs eux-mêmes. Sing a happy song, sing a happy song. Si vous êtes attentif au générique, vous verrez que Ryan Reynolds double les voix de tous les animaux du film. Moi, ça m'a pas mal bluffé parce que y a certains animaux, je ne l'aurais pas forcément reconnu. Donc soyez bien attentifs quand vous voyez un cerf, un lapin. Voilà, c'est pas juste le chat et les chiens, mais à chaque fois que vous voyez un animal, dites-vous que c'est lui qui le doublait. En bref, The Voices n'est pas un très grand film, mais c'est quand même un film vraiment qui se laisse très très bien regarder et qui fait très bien le taf et qui est quand même bourré de pas mal de bonnes surprises. C'est un film qui est à la fois attachant, drôle, il dure 1h40, il n'y a aucune baisse de rythme dans le film. Et vraiment, je salue Marjane Satrapi de s'être attaquée à ce scénario de blacklist hollywoodienne et qui en a fait vraiment un film sincère et voilà, on passe un bon moment. Et d'ailleurs, mon chat Nietzsche a quelques mots à dire sur ce film. C'est qui le beau chat, c'est toi? Nietzsche, petit chat d'amour. Après cette petite parenthèse de mignonnerie, nous allons passer maintenant à Your Monster de Caroline Lindy. Your Monster est une comédie musicale horrifique sortie en 2024, donc très récente, et que vous pouvez trouver encore une fois sur la plateforme Shadows. Caroline Lindy a 2 courts-métrages notables à son actif. Il y a le titre plutôt inspirant de Aspirational Slot, sorti en 2022, et enfin With You, sorti en 2016. Si vous avez vu ces courts-métrages, n'hésitez pas à m'en faire part et me dire si ça en vaut le détour. On a un casting fort sympathique avec Tommy DeWay, avec un acteur connu de la série Usual. On a aussi Melissa Barrera que nous avons vu dans Scream, celui de 2022, le Scream 6 et enfin le film Abigail. Donc visiblement une actrice qui est assez habituée aux films d'horreur actuels. Et enfin Edmund Donovan que j'ai aperçu moi dans le film Civil War d'Alex Garland que j'avais trouvé vraiment très coup de poing, très puissant quand je l'avais vu à sa sortie au cinéma. Et il a aussi un petit rôle visiblement dans Gossip Girls que je pense c'est plutôt ma copine qui a regardé ça.
L'équipe de tournage est à plus de 50% féminine, aussi bien dans la production que dans la distribution technique. Et ça, c'est un fait assez notable et louable qu'on aime mettre en avant dans la Village. Alors, pour faire un résumé rapide de Your Monster de Caroline Lindy, on suit le tournant assez affreux de la vie de Laura, qui se voit non seulement être diagnostiquée d'un cancer, mais qui en plus dans la foulée se fait plaquer par son petit ami, qui est également metteur en scène et qui lui avait promis le premier rôle dans sa future production de comédie musicale. Et lorsque Laura peut enfin rentrer chez elle suite à son hospitalisation, elle découvre la présence dans son placard d'un étrange colocataire très séduisant au nom de Monstre. What's up? Le film Your Monster est inspiré de la propre vie de la réalisatrice Caroline Lindy. C'est un film roux-doudou, post-rupture et de revanche sur quand t'as une bonne vie de merde. Et notamment celle de Caroline Lindy qui, à ses 24 ans, avait été diagnostiquée d'un cancer de l'intestin alors qu'elle essuyait elle-même aussi une rupture difficile. Donc on sent que c'est un film vraiment de revanche où Caroline Lindy règle ses comptes et nous les partage avec une telle sincérité et une telle douceur que c'est difficile de résister au charme de ce premier long métrage fort prometteur. From this angle, I can see your back and your face simultaneously. That's how much I'm looking at you. I'm a mess! No, you're not! I'm a disaster! Oh. Le personnage de Laura, donc interprété par Melissa Barrera, est clairement un alter ego allégorique de Caroline Lindy elle-même et de sa propre vie, et on ne peut pas s'empêcher d'éprouver du coup encore plus de sympathie pour ce personnage. Le film s'ouvre tout de suite sur le visage exténué de Laura, qui sort fraîchement de l'hôpital en chaise roulante. Et on n'a vraiment pas du tout une sensation de salvation, c'est complètement le contraire. On sent vraiment une solitude accablante dans ce personnage qui est donc exténué par sa maladie. Elle vient de se faire larguer, du coup elle n'a pas non plus de travail parce que son petit ami était le metteur en scène de la comédie musicale où elle devait jouer. Et en plus, sa pote qui vient la chercher, on sent que c'est quelqu'un de très égoïste parce que première chose qu'elle fait, c'est de draguer l'infirmier. Dès cette première séquence, s'ensuit des petites scénettes de chialade en veux-tu, en voilà. C'est traité avec humour, mais jamais sans condescendance vis-à-vis de son personnage et de ce qui se passe. Il y a notamment un petit running gag assez drôle et attendrissant où Laura ne cesse de commander des paquets de mouchoirs sur Amazon à force de pleurer et elle tombe toujours sur le même livreur, si bien qu'au bout d'un moment, elle lui demande un câlin parce que voilà, elle est très isolée, elle est très seule. Et je trouve que c'est une scène qui marque un petit peu de la direction du film, qui est finalement un film assez feel good où il se passe des choses dures, mais on s'en sort en étant avec les bonnes personnes. Package for Laura Franco? Do you mind if I really need a hug right now. I don't know if I'm... Oh! Dès les 15 premières minutes de film, Caroline Lindy nous montre sans détour le somme qu'elle a subi dans sa vie. Elle utilise un humour noir qui m'a fait rappeler l'excellente série Fleabag par Phoebe Water-Bridge que je recommande à 2000%, qui pour moi est certainement une des meilleures séries des dernières décennies. I look so good. It's okay, we can sort it out. Just take some of your makeup off. I'm not wearing any makeup. What? Lorsque le film arrive enfin à la rencontre de Monstre et Laura, là on bascule un peu plus dans la comédie romantique, ponctuée de scènes de comédie musicale aussi. On découvre un personnage plutôt sympathique et charmant à travers le personnage de Monstre. Et finalement, ce personnage se révèle bien plus sympathique et compatissant que les autres personnages qui entourent la vie de Laura. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. Come on. But we're alone. Thank you. Il y a également pas mal de références cinématographiques, de films carrément dans le film, puisque Laura se fait un moment une soirée cinéma avec Monstre en mode canapé popcorn, et ils regardent ensemble La Nuit des Morts Vivants de Romero, et il y a aussi des images de Royal Wedding, une comédie musicale avec Fred Astaire. They didn't have to go to all this trouble. A small wedding would have been all right. They really don't make movies like this anymore. Every time, it makes me cry.
puis, il y a aussi toute une séquence de soirée déguisement Halloween où on reconnaît donc une référence à La fiancée de Frankenstein et possiblement aussi le film Midsommar. Le film ne se revendique pas comme une fable féministe et pourtant on a des scènes assez savoureuses et très acerbes contre le personnage du metteur en scène, donc interprété par Edmund Donovan. C'est un type qui est très adepte du mansplaining et qui se la joue très allié à la cause féministe, voilà, parce qu'il écrit une comédie musicale sur une fille au père qui va se rebeller contre le patriarcat. Or, c'est complètement l'hôpital qui se fout de la charité parce que ce metteur en scène, c'est un type totalement toxique qui se comporte très mal avec les femmes. It's an acknowledgement of the terrible burden that society places on women and a tribute to the strength and the courage that women use to overcome that oppression. Là où le film dépasse la simple comédie romantique horrifique, c'est lorsque Monster pousse Laura à accueillir ses colères. Laura, à travers le film, passe par toutes les étapes du deuil, à savoir donc la tristesse, le déni, le marchandage et puis enfin la colère. Laura, let's go outside for a second. No, I don't want to go outside. Why would I want to go outside? It's cold Laura, outside. Lower your voice. I will not lower my voice. Don't tell me to lower my voice. You lower your voice. You disloyal, narcissistic piece of shit asshole. Dans une scène vers environ 1 heure de film, Monstre permet à Laura d'exprimer toute sa rage et on commence à comprendre que Monstre, alors, il est peut-être dans l'imaginaire de Laura, très certainement même, et qu'il symbolise sa colère, littéralement, qu'elle a enfouie depuis son enfance au placard. Et cette colère peut enfin sortir, s'exprimer, exploser et l'amener vers le chemin de la guérison et de l'amour de soi. Wow. Seriously, wow. That was awesome. Par curiosité, j'ai cherché également les références cinématographiques de Carol Lindy pour son film donc un Monster. J'ai noté donc quand Harry rencontre Sally, La Mouche, Warm Bodies et aussi le film Border, qui est un film suédois et danois réalisé par Ali Abbasi et qui m'avait bien marqué quand je l'avais vu. C'est une histoire d'amour entre deux agents de la douane qui ont un physique très atypique et des instincts plutôt bestiaux. Et du coup, on est dans un genre assez transgressif puisque on a ces personnages qui ont un métier complètement lambda, très ancré dans la réalité, et pourtant, ce sont des personnages un petit peu fantastiques, un peu monstrueux. On comprend que ce film a beaucoup séduit Carol Lindy pour, voilà, encore une fois, son côté transgressif de mêler des choses très ancrées dans la réalité à un aspect un peu plus fable. Svara på frågan. En larvkläckare. En bref, Your Monster, c'est un film à la fois de fables tendres, drôles, avec une jolie pointe d'humour noir. On a de belles références de cinéma d'horreur classique, assez agréables à retrouver. On sent que c'est un film réalisé avec une vraie passion pour les films romantiques, les comédies musicales et voilà, le genre horrifique encore une fois. Et du coup, on est complètement dans le côté film de genre dont je parlais aussi dans The Voices de Satrapi, c'est-à-dire de mélanger plusieurs genres. Voilà, on peut passer vraiment de la comédie musicale à soudainement au film slasher. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer Caroline Lindy qui parle de la catharsis d'utiliser une pluralité de genres. Donc, je vais faire une traduction assez grossière de quelque chose qu'elle a dit dans une interview. Nous avons de la comédie musicale, nous avons de l'horreur et de la romance. C'est comme de voir des lions, des tigres et des ours à la fois. Faisons un film sur la rage et rendons-le à la fois fun et ridicule. Peut-être que ça aidera à ce que notre rage devienne un peu plus acceptable. Et ainsi, on peut rire de soi, mais aussi rire et pleurer ensemble. Je voulais simplement que mon film devienne une expérience de fun, camp et ridicule pour le public. Alors pour les noobs qui n'ont jamais entendu le terme de camp, ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas, je vais vous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que la culture camp.
Il y a la culture et le cinéma, en particulier Camp, qui a explosé dans les années 70-80, je dirais, qui est en fait un cinéma qui pousse les curseurs à fond dans tout ce qui est grotesque, provoque, mais avec aussi beaucoup de glam, beaucoup de flamboyance. Dans les exemples connus, vous avez par exemple la performance de Tim Curry dans The Rocky Horror Picture Show, ou par exemple le personnage de la drag queen Diva dans Pink Flamingo de John Waters. Could you give us some of your political beliefs? Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. Yes. Vous avez peut-être aussi entendu le terme de camp dans les coulisses de l'émission Drag Race France, où certaines drag queens se revendiquent complètement influencées par la culture camp. Pour finir sur Your Monster de Carol et Lindy, j'aimerais faire un petit clin d'œil à l'émission Amis, un podcast Slate avec deux copines qui s'appellent Anaïs et Marie. Du coup, on a d'un côté Marie qui est plutôt fan de films à costume et de comédies romantiques, et de l'autre côté Anaïs qui ressemble un peu plus, qui aime le cinéma de Lynch, qui est très fan de Twin Peaks et qui aime le cinéma d'horreur. Du coup, elles s'échangent un peu leur film roudoudou, on va dire, et chacune réagit. Il y a des analyses pertinentes, c'est attachant, c'est drôle, c'est intéressant, vraiment, c'est de la bonne cam, donc courez, écoutez aussi le podcast Amis. Et j'ai beaucoup pensé à elle pour Your Monster, parce que justement, c'est un film qui met vraiment en avant le côté comédie romantique et horreur à la fois, donc je serais vraiment très curieuse qu'elles regardent ce film ensemble et d'avoir leur retour là-dessus. Je fais donc une dernière parenthèse un peu cringe d'appel du pied à Anaïs. Anaïs, tu ne le sais pas encore, mais nous sommes absolument faits pour être potes. J'adorerais vraiment pouvoir t'inviter dans mon émission, autour d'un apéro. Dis-moi ce que t'aimes manger, ce que t'aimes boire. Je me déplace où tu veux, quand tu veux. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait un peu stalker psychopathe. Et voilà, je veux pas envoyer de mauvais signaux sur la personne très agréable que je suis. Et enfin, je vais parler donc du documentaire Hail Satan avec un point d'interrogation, sorti en 2019 et réalisé par Penny Lane. Alors j'avais dit que je m'étais permis quand même de mettre un documentaire dans cette catégorie de comédie horrifique, parce que moi je trouve que voir des satanistes à poil, c'est toujours marrant. Pour présenter un petit peu Penny Lane, c'est une réalisatrice américaine de documentaires qui commence à être pas mal en vogue depuis quelques temps. Elle a remporté de nombreux prix à des festivals. Elle est également professeure d'université en cinéma. Et dans sa filmographie notable, il y a Confessions of a Good Samaritan sorti en 2023, Listening to Kenny G en 2021 et Our Nixon en 2013. Petit détail rigolo sur son site, il est précisé que Penny Lane est bien son nom de naissance et non un pseudonyme. Et il est noté en petit en astérisque tout en bas de sa page, à ne pas confondre avec Penny Lane, une groupie, Penny Lane, la chanson des Beatles, et Penny Lane, la rue en Angleterre. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Alors de quoi parle Hail Satan à part de sataniste à poil ? Hail Satan suit l'ascension du mouvement sataniste religieux du Temple sataniste, donc The Satanist Temple, qui est un mouvement né en 2013 aux États-Unis et qui est confondé par Lucian Greaves, qu'on va voir pas mal de fois dans le documentaire. C'est un mouvement qui a été vraiment reconnu comme une religion par le gouvernement américain, et elle défend principalement des valeurs d'égalité, de justice et d'entraide sociale. The spirit of compassion, wisdom, and justice should always prevail over the written or spoken word. Alors attention de ne pas confondre le temple sataniste avec l'église de Satan, fondée par Anton LaVey dans la fin des années 60. Il était aussi l'auteur de la Bible satanique. Les idées de LaVey étaient plutôt débridées, provocatrices et individualistes. Il faut voir en fait les adeptes du temple sataniste plutôt comme des militants un peu à la Greta Thunberg, mais qui écouteraient du métal et qui portent du vernis noir. J'avais mentionné plus haut que le titre comporte un point d'interrogation. En effet, au fil du documentaire, on s'interroge vraiment si ces adeptes soi-disant de Satan sont vraiment des adeptes de Satan, parce que ils ne glorifient aucunement le diable
Et d'ailleurs, ils ne mettent en avant aucune entité religieuse ou mythologique. Il n'y a pas de figure selon eux. Ils ont plutôt un message de rébellion contre un pays qui se prétend laïque, alors que l'Église et l'État aux États-Unis n'ont jamais été aussi proches que depuis les années 50. Et je rentrerai un peu plus en détail dans des faits historiques. Assez rapidement, Penny Lane nous dépeint une atmosphère plutôt bon enfant, avec une bande de sales gosses trentenaires qui veulent propager des messages de bienveillance. Donc on est bien loin de l'imaginaire collectif et très cliché des rituels satanistes à base d'orgies et de sacrifices d'animaux. Orgie dans le sang! Ouais! Orgie dans le sang! Orgie dans le sang! Mais bon, vous inquiétez pas, nos fameux satanistes à poil, on va y venir quand même. Dès les premières minutes de Hail Satan, on nous présente plutôt une bande de potes un peu nerds qui achètent des costumes et accessoires d'Halloween et qui se rassemblent devant le Capitole pour donner des sueurs froides aux ultra-conservateurs. On est plus dans le trollage que dans un véritable mouvement religieux et ou politique, et ça se confirme lorsqu'on apprend assez rapidement qu'un des fondateurs, Malcolm Jerry, est en fait un comédien professionnel. Alors de base, c'est peut-être en effet une bande de sales gosses qui ont créé le temple sataniste, mais ils sont loin d'être cons parce que ils apprennent brillamment à se servir des règles pour mieux les détourner. Par exemple, ils taquinent le gouverneur farouchement conservateur Rick Scott en faisant mine de soutenir sa campagne électorale pour établir la prière dans les écoles. Ils partent du postulat que si on autorise à nouveau la religion à l'école, et donc la prière, ça veut dire que toutes les religions y sont autorisées aussi, donc ils peuvent aussi faire des prières satanistes à l'école. Satanas, Lucifer. Autant vous dire que CNews et Fox News ont bondi sur la chose et que l'Amérique puritaine va déclarer la guerre au temple sataniste. Est-ce que c'est un gros buzz et un coup médiatique de leur part? Je pense que oui. We will begin with Lucian. All right, Lucian. So is it like Lucian as in Lucifer? Is that why you're called that? Sure, as you like. Dans le documentaire, on nous présente la personnalité de Lucian Greaves, qui était également cofondateur du temple sataniste. Et très vite, lui, il exprime l'envie que le mouvement devienne plus sérieux. Et c'est là que le documentaire jongle avec une ambivalence intéressante. On a à la fois un côté hyper décalé, presque ridicule, et en même temps une prise de position très sérieuse et vraiment très organisée, avec un discours aussi intelligent qu'empathique. Essentially, we view Satan as a symbolic embodiment of the ultimate rebel against tyranny. Et du coup, c'est là que, pour moi, le documentaire Hail Satan est à la fois un documentaire drôle et en même temps un vrai sujet de société. Alors, on navigue parfois à la limite de l'ego trip avec Lucian Greaves. On sent que c'est un type qui se prend très au sérieux. Et d'un autre côté, fallait bien un leader de sa carrure pour que le temple sataniste prenne autant d'ampleur et soit pris au sérieux. Le mouvement organise plusieurs happenings, certains particulièrement savoureux, comme cette séance photo de deux hommes homosexuels qui vont s'embrasser au-dessus de la tombe de la maman d'un des piliers ultra-chrétiens, Fred Phelps, qui n'est autre que le fondateur du mouvement God Hates Fags. Et oui, vous avez bien entendu, ce mouvement existe bel et bien aux États-Unis. Devrions-nous être surpris ? Je ne crois pas. God hates fags. Except you repent, you shall all likewise perish. And God is not running out of room in hell. Je reviens sur le portrait de Anton LaVey, qui est un peu plus montré aussi dans le documentaire à un moment. Satan is simply a word that means the adversary. Ses idées se rapprochaient pas mal du temple sataniste, mais avec une posture, je dirais, un peu plus satirique. Aussi, les femmes de l'église sataniste de LaVey étaient clairement plus sexualisées. Dans le documentaire, on voit pas mal des images d'archives avec beaucoup de femmes nues, voilà. Alors on ne peut pas dire du temple sataniste qu'il soit irréprochable là-dessus, parce qu'il y a aussi dans leur messe noire des corps féminins nus, mais ils essaient au maximum aussi de représenter des corps masculins nus aussi, dans un souci vraiment d'équité, d'égalité et peut-être moins de sexisme. Moi là-dessus, je dois avouer que je suis un peu dubitative sur le fait de représenter autant de corps d'hommes nus que de femmes nues. Je n'ai pas d'avis, mais peut-être que ça intéressera certains ou certaines. Ouais, ça suffit, je t'avais prévenu, tu sors. On a aussi dans le documentaire la voix portée de Jax Blackmore, qui est une des porte-paroles du temple sataniste à Détroit. Elle nous éveille davantage aux principes de leur religion, qui s'apparente beaucoup à du militantisme, voire à de l'activisme très très à gauche.
Et par ailleurs, elle se fait carrément virer du temple sataniste parce que son discours devient de plus en plus virulent face aux opposants. Et c'est carrément le temple sataniste qui dit tu n'es plus accepté dans notre mouvement parce que tes propos sont beaucoup trop haineux et violents. Ça me fait penser à Anna Gatsby qui dit dans un de ses spectacles qu'il n'y a pas plus féministe que deux féministes qui ne sont pas d'accord entre elles. Et du coup, dans cette scène-là de Hell Satan, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas plus sataniste que deux satanistes qui ne sont pas d'accord? I have to say, it does feel a little bit satisfying to be, fired from the Satanic Temple for being too extreme. Il y a un moment doudou dans le documentaire où on voit que le temple sataniste font aussi une animation à l'école qui s'appelle After School Satan Club, dans des écoles élémentaires. Et selon eux, ça aide à développer l'esprit critique des enfants. Bon, je vous laisse imaginer ce qu'en pensaient certains parents d'élèves. Ce qui transparaît aussi beaucoup dans le documentaire, c'est à quel point les Américains puritains sont omnibulés par la question du bien et du mal et toutes les contradictions qui en découlent, notamment l'hypocrisie de la place de la pédocriminalité au sein de l'Église, qui est largement protégée par les défenseurs soi-disant de la morale, alors qu'à côté, ils vont considérer que de jouer à Dungeons & Dragons est dangereux pour les enfants. Unsuspecting young people are drawn to the occult by seemingly harmless pleasures. They start by participating in fantasy role-playing games like Dungeons & Dragons. Le documentaire va plus loin et nous apprend par l'histoire des États-Unis que la Constitution était bien laïque, mais que ce sont notamment des gourous évangélistes dans les années 50 qui ont mis sur le tapis davantage la question de la chrétienté, de la morale, qu'est-ce que c'était qu'une bonne famille américaine chrétienne, et qui apparentaient le communisme à, roulement de tambour, Satan. Mieux encore, dans les années 90, de nombreuses personnes ont été arrêtées en étant accusées de satanisme, alors que la plupart ne l'étaient même pas. Donc on a assisté à une vraie chasse aux sorcières qui, au final, ne s'est jamais vraiment arrêtée. Une des séquences les plus marquantes du documentaire, c'est certainement le moment où ils vont demander carrément une autorisation pour ériger donc la statue de Baphomet devant des bureaucrates qui sont complètement médusés, voire aussi certains amusés. Et la chose va assez loin puisque le temple sataniste reçoit carrément des messages de menaces de mort. C'est bien que Lucien Greaves est contraint un moment de faire appel à des gardes du corps et de porter un gilet pare-balles, ce qui nous montre vraiment la réalité glaçante de ce qui se passe aux États-Unis. Tout au long du film, on voit surtout, encore une fois, plutôt des activistes. Ils font des dons à des associations humanitaires, des dons du sang, ils nettoient des plages, ils aident aussi des associations pour les personnes transgenres en situation précaire, etc. Du coup, voilà, je m'amuse encore à dire que Greta Thunberg serait peut-être elle-même une adepte du temple sataniste sans le savoir. How dare you! Ce qui surprend également dans le film, c'est de voir que pas mal de leurs adeptes et porte-parole ont reçu eux-mêmes et elles-mêmes une éducation chrétienne assez stricte et qu'ils se sentent rapidement trahis par leur religion, ou bien au contraire, ce sont des personnes très athées, mais qui étaient frustrées de ne pas appartenir à une vraie communauté, parce que voilà, il n'y a pas d'église athée. Ça peut sembler contradictoire, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, ça leur permet de trouver une excuse pour se rassembler et faire communauté. This is crazy. Isn't this crazy? We all came from all over the place. It's not just Facebook. I know. Invoking Satan is invoking the struggle for justice and equality for everyone. En bref, Penny Lane réussit un documentaire à la fois drôle, touchant et instructif. Et je trouve que c'est un film qui, malheureusement, résonne de manière très forte suite à la réélection de Donald Trump. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de The Bilodge. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclaté à faire ce premier épisode. J'ai déjà très hâte d'enregistrer la suite. Je me permets de vous dévoiler le titre du prochain épisode, qui sera donc l'épisode 2, Parpaing Movies. Ça va plus du tout rigoler. Autant j'ai délibérément fait un premier podcast sur des films pas trop hardos. L'épisode 2 sera beaucoup plus difficile, je préviens, même si ce sera pas toujours comme ça. Mais voilà, l'épisode 2 comportera quand même des trigger warnings sur des films qui contiennent des VSS, aussi de la xénophobie. Donc je vais parler des films Nightingale, Violation et Soft and Quiet, toujours des films réalisés par des femmes. Mais voilà, ça sera des films beaucoup plus premier degré, beaucoup plus glauques.
Dans les autres épisodes, il y aura des choses entre guillemets un peu plus légères, mais vous voilà prévenus pour le prochain épisode. Voilà, je vous salue tous et vous souhaite encore une fois une excellente journée et soirée d'Halloween. À très vite sur The Village.